Vous payez des impôts sur le revenu? Sur les sociétés? Vous en avez assez de financer les choix désastreux de nos dirigeants politiques, de contribuer à des guerres qui nous affaiblissent, que votre argent soit détourné pour que des oligarques ukrainiens achètent des Bentley. Il y a une solution. Donnez à TV Liberté. Non seulement vous ferez vivre un média libre et indépendant, mais vous réduirez vos impôts. Si vous donnez 300 € à TV Liberté, vous pourrez déduire 200 € de vos impôts. Votre don ne vous coûtera donc que 100 €. Et vous aurez privé le pouvoir macroniste du double. Une équation séduisante, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas, soutenez TVL. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Les Américains et les Iraniens doivent encore se rencontrer cette semaine. Pourtant, le premier round de négociations n'a pas abouti. Donald Trump, après 40 jours de frappe et 21 heures de négociations samedi dernier, a ordonné bien sûr un blocus. Selon les diplomates pakistanais plus optimistes, le cessez-le-feu tient, mais bien sûr, il reste fragile. Netanyahou allumera-t-il encore la mèche, lui qui semble avoir bien compris comment faire exploser le baril de poudre Trump? Eh bien, pour en parler, je reçois François-Xavier Giquel. Bonjour François-Xavier Giquel. Bonjour Edouard Chano. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes directeur des opérations de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Merci encore d'être ici. Alors d'abord, cette nouvelle réponse américaine, donc un blocus du détroit d'Ormuz. La guerre a-t-elle changé de forme? Je voudrais savoir votre avis, mais avant cela, je vous propose d'écouter le négociateur américain J.D. Vance, donc le vice-président, qui répondait hier à Fox News. Écoutons-le. Tout d'abord, Brett, je ne dirais pas seulement que les choses ont mal tourné. Je pense aussi que certaines ont bien tourné. Nous avons clairement indiqué, et cela fait partie des progrès accomplis, les points sur lesquels les États-Unis peuvent faire des concessions, les points sur lesquels nous sommes inflexibles, et les conditions absolument nécessaires pour que le président des États-Unis ait le sentiment d'obtenir un accord satisfaisant. Nous avons donc exposé ces points, et nous avons eu une discussion constructive. Je crois que c'était la première fois que vous voyez les gouvernements iraniens et américains se rencontrer à un niveau aussi élevé sous l'actuelle direction iranienne. C'était, je crois, positif. C'était, je crois, positif, pense donc J.D. Vance, en tout cas déclare J.D. Vance. Partagez-vous ce constat? Moi déjà, je retiens de cette intervention une phrase, c'est qu'un des objectifs des négociations est de donner l'impression au président des États-Unis de sortir vainqueur de cet accord. Une impression seulement. Pour vous, c'est un, comment dire, un mirage. Alors parce que ça, c'est le discours officiel, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est une réalité, parce qu'en fait, on parle en effet, donc on parle des points qui ont été laissés sur la table par les négociateurs américains en quittant les négociations ce week-end au Pakistan. Et parmi ces points, il y a la question du nucléaire, qui était une question qui était justement au centre des négociations entre l'Iran et les États-Unis la veille de l'entrée en guerre. Et un autre point, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, qui était totalement ouvert avant cette guerre. Donc, en fait, ce sont des négociations qui vont porter sur des points qui n'auraient pas eu lieu d'être s'il n'y avait pas eu cette guerre, pour commencer, ce qui est un peu un aveu, sinon d'échec, au moins de faiblesse. Mais également, on se souvient comment toutes ces négociations ont commencé. On se souvient que Donald Trump, après avoir promis d'annihiler 4000 ans de civilisation si une réponse iranienne n'arrivait pas, a fini par dire que finalement les 10 points d'exigence iranienne étaient quelque chose sur lequel on pouvait travailler et qui était raisonnable grâce au grand changement de régime qui avait eu lieu du fait de l'opération militaire. Donc on note déjà l'enfumage total est un semi-aveu d'échec, puisqu'il n'y a absolument pas eu de changement en régime à part du fait qu'on soit passé de Ramenei à Ramenei Junior. Nous en avons parlé, mais le seul point. Et ensuite que la base annoncée des négociations par Trump sont quand même les 10 points soulevés par les Iraniens, et qu'ensuite les 15 points soulevés par les Américains se sont ajoutés par-dessus. Donc vous avez le sentiment que l'Iran gagne entre guillemets du terrain diplomatique, à minima, et d'en avoir gagné peut-être militairement. Bon, alors selon le Wall Street Journal cette nuit, Washington a réclamé une pause de 20 ans de l'enrichissement d'uranium contre un allègement des sanctions. En retour, Téhéran aurait proposé de suspendre ses activités nucléaires pendant 5 ans. Vous y croyez, vous, à un deal comme ça ?
Eh bien, pour l'instant, dans toutes les négociations qu'il y avait eu au fur et à mesure des années précédant cette guerre, les deals envers le nucléaire iranien s'étaient toujours resserrés. Et en fait, les Iraniens avaient fait des concessions sur beaucoup de choses et ça n'a jamais empêché les Américains d'amplifier les Américains et les Israéliens d'amplifier leur pression sur l'Iran et de déclencher cette guerre sur des bases, en fait, on se demande encore lesquelles. Donc les Iraniens, je pense aujourd'hui, ont une diplomatie de la prudence, savent très bien que la parole américaine varie, souvent américain varie, dirait-on, et ne garantit en rien la sécurité pour leur pays. Et je pense qu'eux, ils cherchent en effet une stabilité durable. Donc, sur quoi les Iraniens sont prêts à lâcher ? Au début, déjà, ça dépend de deux choses. Ça dépend déjà, je pense, de leurs intérêts nationaux fondamentaux. Ils ont mis en ligne rouge au tout début des négociations le fait qu'ils ne transigeraient pas sur leur volonté d'accéder au nucléaire civil et d'enrichir leur uranium, et qu'ils ne transigeraient pas sur l'abandon des guerres intenses et profondes contre leurs alliés régionaux. Alors que les États-Unis, au tout début des négociations, disaient que l'uranium et la défaite du Hezbollah ou le désarmement du Hezbollah étaient des lignes rouges également. Donc on partait sur de très 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 mauvaises bases. Aujourd'hui, d'où la guerre, bien sûr. D'où la guerre, et surtout qu'on a compris qu'en plus, la question de la guerre contre le Hezbollah, mais on peut parler d'autres alliés régionaux comme les Houthis ou les milices chiites en Irak, dépendent notamment d'Israël, qui ont bien fait savoir qu'ils ne faisaient pas partie de ces négociations et qu'ils prendraient leurs propres décisions, quel que soit l'avis des États-Unis, pour poursuivre leur guerre au Liban. Donc pour moi, c'est... dont nous allons bien sûr parler. Voilà, donc ces négociations, maintenant il y a des choses, il y a des éléments plus sérieux qui sont sur la table, puisqu'il y a eu des négociations qui sont longues, plus d'une vingtaine d'heures, avec 2 délégations qui étaient des délégations sérieuses. On reparlera, je pense, du chef de la délégation iranienne juste après. Justement, je voulais vous interroger sur lui, sur Ghalibaf, bien sûr, Mohamed Baghar Ghalibaf. Selon le Washington Post, Ghalibaf, je cite, aurait impressionné l'équipe américaine par son, encore je cite, sens aigu de la négociation et de son professionnalisme, se révélant un dirigeant potentiel pour un nouvel Iran. Bon, vous vouliez évoquer Ghalibaf, vous y croyez à cette possibilité d'un... En fait, c'est un changement déguisé, si l'on en croit le narratif américain. Mais vous y croyez, vous, à cette possibilité ? Déjà, ça en dit beaucoup. Bon, Ramenei, évidemment, n'allait pas faire le déplacement quand on sait le sort qui aurait pu être le sien. D'ailleurs, dans ces négociations, quand l'avion iranien est revenu vers l'Iran, il a été escorté une bonne partie du chemin par des chasseurs pakistanais, de peur que l'avion se fasse abattre. Et quand on se souvient des frappes israéliennes sur Oman, lorsque le Hamas négociait justement une trêve sur la guerre à Gaza, en effet, on peut craindre tous les coups dans ces sales guerres. Maintenant, Ghalibaf, qui sait ? C'est une personne qui a grandi chez les gardiens de la Révolution. C'était un commandant pendant la guerre Iran-Irak, qui a grandi avec les gardiens de la Révolution, qui a été chef de la police à Téhéran, qui est un proche, sinon un pilier du régime. Donc un changement peut-être de ton, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas du tout un changement d'orientation pour la gouvernance de l'Iran. Et donc peut-être qu'il a impressionné par ses capacités, puisque je pense que si en tant que président du Parlement, il est venu représenter l'Iran, c'est quelqu'un qui doit être brillant, que je connais pas personnellement ni intellectuellement, mais qui doit être, j'ai pas suivi ses discours ni ses ouvrages, mais qui doit être brillant, je pense, intellectuellement et politiquement. Maintenant, le fait que les États-Unis, encore une fois, louent cette personne-là en tant que personne avec qui on peut dialoguer, qui peut représenter un futur pour les relations entre Américains et Iraniens, ça montre encore une fois qu'aucun objectif durable américain n'a été accompli durant cette guerre. Donc c'est encore une fois, selon vous, un aveu d'échec. Toute la question qui se pose, de la diplomatie turque et plusieurs autres diplomaties ont évoqué justement le problème de la sincérité. Pour l'instant, ils se veulent tous un peu optimistes, enfin ils espèrent un peu que les choses s'apaisent. Bien sûr, ils disent que les deux parties sont sincères. Vrai ou faux, selon vous ? Alors, je pense dans leur croyance, oui. Dans leur croyance, c'est certain. Je pense que Donald Trump, outre le fait qu'il répond souvent, ou donne l'impression de répondre souvent aux ordres de Netanyahou et du Likoud, voire de la droite de Netanyahou, je pense qu'il est sincère dans tout cela. Je pense qu'il croit vraiment au bien fondé de son intervention, et voire même au bien fondé presque religieux
de son intervention. On en parlera, mais il a abordé ces thèmes plusieurs fois. Et on se souvient d'une interview de Ted Cruz en 2023 avec Tucker Carlson, où il disait que le soutien à Israël et en fait par là même au gouvernement israélien était un devoir religieux pour tout chrétien, alors que les États-Unis sont une nation chrétienne. Donc je pense que Trump croit véritablement au bien fondé de son intervention. Est-ce qu'il croyait au changement de régime par la rue réellement, alors que c'était quand même quelque chose qui était vraiment très peu probable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il croyait véritablement au nucléaire iranien, alors que Tulsi Gabbard, sa responsable nationale du renseignement, lui avait dit qu'on n'en était pas un nucléaire militaire et que c'était faux et que c'était des mauvais renseignements, je ne sais pas. Est-ce qu'il croit au bien fondé de son intervention? Oui, je le pense, je lui laisse le bénéfice du doute, que ne suis-je dans sa tête. Et l'Iran, est-ce qu'il croit au bien fondé du fait de défendre leur nation contre des interventions extérieures et de défendre leur souveraineté nationale? Alors on peut dire oui, mais souveraineté nationale qui est dirigée, en tout cas dans les discours, contre l'existence même de l'État d'Israël. Ça, je leur laisse le choix de faire la politique qu'ils veulent et de prôner les valeurs qu'ils veulent. Mais est-ce qu'ils sont bien fondés de se défendre face à cette agression territoriale, militaire, armée? Oui, ça, j'en ai aucun doute. Alors vous évoquez le problème religieux, enfin ce qui sous-tend bien entendu cette guerre. Trump se fait des ennemis d'une certaine manière. Il s'en est pris assez violemment au pape Léon XIV. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'était la dernière discorde bien sûr avec Rome. Et écoutons Donald Trump. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and the... Nous n'aimons pas un pape qui dirait qu'il est acceptable de posséder des armes nucléaires. Nous ne voulons pas d'un pape qui dise que la criminalité est acceptable dans notre ville. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très libéral et il ne croit pas qu'il faille lutter contre la criminalité. C'est l'homme qui pense que nous ne devrions pas jouer avec un pays qui veut des armes nucléaires pour faire exploser le monde. Je ne suis pas un fan du pape Léon. Donc dans la foulée, le Saint-Père a répondu assez avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent, assez avec la démonstration de force par communiqué. Donald Trump lui a ensuite rempilé, il a publié une photo de lui, en Jésus visiblement, avant de la supprimer. Il a plaidé la bonne foi, pensant qu'il était représenté en, je cite, docteur de la Croix-Rouge, croyez-le ou non. J'imagine que vous êtes choqué, François-Xavier Gicquel, mais qu'est-ce qui vous choque le plus en fait dans cette discorde théologico-politique ? Bien sûr. Alors, je reviendrai encore une fois sur une citation de cet extrait qui vient d'être passé. C'est qu'il reproche au pape d'accepter qu'une puissance accède à l'arme nucléaire. Et on rappelle que c'est cette guerre qui a été commencée sur instigation d'Israël, qui a l'arme nucléaire, et a engagé les États-Unis, qui sont une puissance nucléaire, est en train de se régler au Pakistan, qui est une puissance nucléaire. Avec l'Iran, qui, pour l'instant, en tout cas, d'après Tulsi Gabbard, comme on l'a dit juste avant, était loin d'accéder à l'arme nucléaire, même si depuis 3000 ans, les Iraniens auront le nucléaire dans 15 jours. Donc voilà, donc on note tout ça, qui est déjà une incohérence globale, parce qu'on va essayer de ne pas partir sur le principe de l'incohérence, sinon on n'en finira plus sur Trump. Et maintenant, sur les questions de relations avec l'Église, c'est quelque chose qui couvait, puisque déjà, des catholiques, on ne va pas passer sur l'immigration, c'est pas le thème aujourd'hui, mais déjà, pendant son premier mandat, il s'était pris le bec assez violemment avec le pape François sur les questions migratoires, pendant la campagne et pendant son mandat. Là, avec ce nouveau pape, on se posait la question. Qui est américain et qui a commencé par dire, après un léger tournant par rapport au discours du pape François, en disant que les nations avaient le droit de se protéger en partie de l'immigration de masse incontrôlée pour préserver leurs intérêts nationaux. Ce qui avait été un discours tenu par Vance à une certaine période, et on pouvait croire à une réconciliation une réconciliation rampante entre l'Église catholique et la gouvernance américaine. Par la suite, surtout avec cette guerre, évidemment, le pape a commencé à dénoncer des propos gentiment, comme le Vatican le fait toujours très diplomatiquement, mais le fait que des gens qui appellent à la guerre ne se mettent pas
précisément dans les pas du Christ, en disant que des gens qui étaient mégalomanes et faisaient tout tourner autour de l'argent, de la puissance et d'eux-mêmes, de leur propre image, n'étaient pas des gouvernants responsables, et surtout en temps de guerre. Et Trump, évidemment, l'a pris pour lui, et en plus, comme d'habitude, nous dit, en plus c'est un pape américain, il a été placé là. Les cardinaux l'ont placé là parce qu'ils savaient que ça me ferait plaisir à moi et que ça améliorerait le dialogue avec Washington. Il a donc été placé là pour rien. Il est faible. Et ensuite, en passant sur une rhétorique politique, comme s'il était en pleine campagne contre Sleepy Joe, contre Biden, en disant il est mauvais sur la criminalité parce que le pape s'est opposé à l'intervention au Venezuela. Et donc Trump a dit donc il est pour les cartels et il est pour l'envoi de criminels de cartels aux États-Unis, donc pour la criminalité, pour l'immigration, pour la guerre et pour le nucléaire qui veut faire exploser la planète. Donc c'est encore une fois des raccourcis, des absurdités. Et puis ça a fini avec cette image, en effet, en IA postée sur Truth Social avant d'être retirée, tout comme il avait retiré le montage où il faisait apparaître les Obama dansant en singe sur IA, en disant que c'était le stagiaire de la Maison-Blanche qui s'était planté. Mais en fait, c'est presque triste. Le problème, c'est que le reste de l'administration Trump suit. S'il n'y avait que lui qui faisait ses pitreries dans son coin, ce serait un peu moins inquiétant. Quand on voit que le service pour Pâques au Pentagone, et j'appelle ça service à l'américaine, exprès, parce que il a spécifiquement été ordonné que pour Pâques, un service protestant soit organisé au Pentagone pour ceux qui désiraient y assister, mais la messe catholique y était interdite. Et précisément, on a dit que ce sera uniquement protestant. Et quand on sait que la figure tutélaire religieuse du secrétaire d'État, du secrétaire à la défense américain, est un pasteur qui prône notamment l'interdiction des processions catholiques dans les rues des grandes villes américaines, etc., il y a vraiment une offensive à grande échelle qui est menée, et suite à certains propos du pape, le nonce apostolique avait même été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Donc il y a vraiment une offensive réelle contre les catholiques aux États-Unis. Continuons un peu sur ce point-là, parce que bon, il y a cette querelle politico-théologique, mais encore une fois, l'enjeu, c'est évidemment celui de la guerre juste, entre guillemets. Est-ce une guerre juste ? En France, évidemment, Bernard-Henri Lévy dit que c'est une guerre juste. Aux États-Unis, c'est le sénateur de Caroline du Nord, Lindsey Graham, qui est sans doute l'un des pires faucons, l'un des pires néoconservateurs. Là aussi, néoconservateur, je vous propose de l'écouter pour comprendre ce qui circule dans les médias américains. Monsieur le pape, vous êtes un homme bon et pieux. Vous ne comprenez pas la perversité de l'Iran. Vous vous trompez lourdement. Ils ont tué 45 000 des leurs, abattus comme des chiens. Ils ont battu à mort une jeune fille de 16 ans parce qu'elle ne portait pas de foulard. L'Église catholique, que Dieu la bénisse, vous n'avez pas vraiment compris Hitler dans les années 1930. Et monsieur le pape, vous ne comprenez vraiment pas ce régime nazi religieux, l'ayatollah et ses sbires. Ils sont malfaisants, ils extermineraient tous les juifs si on les laissait faire. Le peuple juif pense que l'Holocauste a suffi. Israël se battra jusqu'au bout pour que cela n'arrive pas. Il y a quand même cette contradiction. Ça veut dire que si l'on écoute Lindsey Graham, l'Iran, les Iraniens sont malfaisants, Dixit, malfaisants, mais en même temps, J.D. Vance est en train de négocier. Donc que faut-il croire ? Ils sont en train de négocier avec le mal absolu ? Alors déjà, quand on parle de guerre juste, de quoi parle-t-on en tant que catholique ? On parle de principes qui ont notamment été définis par saint Augustin, donc une guerre qui est déclenchée par une autorité légitime, qui défend une cause juste et qui a une intention droite. Et dans ça, saint Augustin rajoute évidemment des conditions, notamment au fait de limiter la violence et de respecter autant que possible les innocents. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de conditions de tout ça qui ont été enfreintes, si on revient sur tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, notamment la limitation des dommages collatéraux. On se souvient de ce fameux, de ces deux fameux tweets de Trump, ouvrez ce putain de détroit, praise be to Allah, complètement fou, hallucinant, en disant qu'il allait faire sauter absolument tous les ponts et toutes les centrales énergétiques en Iran si les négociations n'arrivaient pas sur la table rapidement, globalement la reconnaissance de sa victoire, puis ensuite le fait d'annihiler 4 000 ans de
civilisation. Donc clairement, les conditions de Saint-Augustin ne sont pas respectées si on parle d'un point de vue catholique. Maintenant, aujourd'hui, donc, la position du Vatican est tout à fait justifiée vis-à-vis de ça. Et l'avenir nous dira si on s'oriente vers une résolution juste du conflit, ce qui serait assez intéressante, avec un statu quo et à minima pour les États-Unis un retour coante. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de reconnaissance majeure de leur victoire, ni toutes les implications que ça pourrait avoir. Alors nous évoquions en début d'émission la possibilité d'un dérapage plus à l'ouest, enfin plus précisément au Liban, de la part de Benjamin Netanyahou et de l'État hébreu. C'est un front de la guerre, le Liban. Hier, l'armée israélienne affirmait avoir encerclé la ville de Binjbeil. Elle comptait avant-guerre 30 000 habitants. C'est censé être le quartier général du Hezbollah sur le front libanais. Et puis évidemment, rappelons que le 8 avril dernier, Tsahal a mené 100 frappes en 10 minutes à la suite de l'annonce de cessez-le-feu. Netanyahou donc a ordonné de frapper le pays du Cèdre officiellement pour frapper le Hezbollah, mais faisant au passage 357 morts et 2000 blessés selon les autorités libanaises. L'Orient le jour d'ailleurs publié des photos des civils tués. François-Xavier Giquel, vous connaissez le terrain libanais. J'ai envie de vous demander, peut-on arrêter cela ? Peut-on arrêter cette escalade menaçante ? Alors là, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Déjà, dans cette journée noire qu'il y a eu la semaine dernière de frappe sur le Liban, il s'agissait très clairement d'une réponse au cessez-le-feu unilatéral déclaré par Donald Trump pour que Netanyahou montre que lui n'était pas part aux négociations et que de plus, il n'aurait pas à se plier à ces négociations entre l'Iran et les États-Unis et que jamais il ne baisserait les bras pour attaquer les proxys iraniens qui se trouvent à ses frontières. Et donc c'était un symbole très fort qui était envoyé. Le problème, c'est que ces symboles très forts se font au prix de milliers de morts. On est à plus de 2000 morts et 1,5 million de déplacés. Et donc on cherche à se demander, mais depuis le 7 octobre, en fait, ou plutôt depuis le 8 octobre, on commence à se demander où Netanyahou s'arrêtera. Est-ce qu'à chaque fois qu'il redéclenche une guerre, est-ce qu'à chaque fois qu'il rouvre un nouveau front, il ne le fait pas pour calmer une partie de l'opinion publique israélienne qui, avant le 7 octobre déjà, voulait le mettre sous investigation pour plusieurs problèmes internes à l'État d'Israël et qui, depuis, se dresse de plus en plus contre lui. Même des gens de la droite israélienne disent que c'est pas durable, que c'est pas tenable, que les réservistes doivent retourner travailler un moment, que les chefs d'entreprise doivent refaire tourner les business israéliens pour alimenter l'économie israélienne. Donc où Netanyahou s'arrêtera? Est-ce que c'est vraiment jusqu'à la conquête de toute cette zone au sud du fleuve Litani, qui représente 30 km au nord d'Israël? Pour l'instant, au mieux, les forces terrestres israéliennes se sont avancées de 10 km physiquement dans les territoires libanais. Mais on rappelle que ce fleuve Litani, à la conception même, à la théorisation de la création de cet État d'Israël, était dans les frontières d'Israël. Donc c'est quelque chose auquel je pense aujourd'hui Netanyahou et certains de ses ministres sont attachés. Est-ce qu'ils veulent établir cette zone tampon, une zone de colonisation? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont fait évacuer, ils ont demandé l'évacuation de ces zones. Ils les bombardent lourdement, causant des victimes civiles, mais aussi des dommages dans des villages qui ont été totalement évacués, pour les raser, pour pousser ces populations à ne pas revenir. Quand j'étais au Liban, il y a 1 an et demi, justement, après cette guerre qu'il y a eu il y a 2 ans dans le pays, on a été au sud pour voir les dégâts causés par cette guerre. Même des villages qui avaient déjà été vidés ont été rasés. Et quand quelques habitants sont venus poser des préfabriqués pour essayer de se réinstaller dans ces villages, ces préfabriqués étaient visés dans des villages 100% chrétiens et des habitants 100% chrétiens par des tirs. Donc il y a vraiment une volonté... En plein cessez-le-feu officiellement. En plein cessez-le-feu officiellement. Et il y a une volonté de désertification du sud du Liban, que ce soit des populations chiites, comme des populations chrétiennes, qui est vraiment cette zone tampon qui soit créée. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Jusqu'où pourront-ils tenir face aux Américains et jusqu'où pourront-ils vraiment matériellement mener cette guerre? C'est une question qui se pose et je pense que personne n'a la réponse pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui est très inquiétant et surtout, en fait, quelles seront les conséquences? Parce que combien de temps vont-ils rester?
parce qu'ils vont quand même occuper pendant le cessez-le-feu, ils occupaient déjà une dizaine de zones dans le sud du Liban qu'ils n'ont cessé d'occuper depuis 2 ans. Et là, généralement, les zones qu'ils vont conquérir, vont-ils y rester ? Combien de temps vont-ils y rester ? Et quelle sera la possibilité des populations, de ce 1,5 million de déplacés, de revenir s'installer dans leur village ? Quelle sera la possibilité ? Parce que pour ces personnes, c'est déjà un drame terrible, mais pour le Liban, quelles sont les conséquences ? D'avoir entre 1/5 et 1/4 de la population qui est déplacée et qui vont s'installer dans des zones qui ne sont pas forcément des zones chiites, puisque la majorité des déplacés sont chiites, même si beaucoup de chrétiens sont déplacés aussi. Ces chiites, où vont-ils être réinstallés ? Dans quelle zone ? Dans des régions chrétiennes ? Dans des régions chrétiennes, dans des régions sunnites, mais même si les orientaux ont les bras grands ouverts et le cœur énorme, on se souvient tous de la terrible guerre civile qui a frappé le Liban, et tout le monde a ça en tête, et tout le monde a très peur que des tensions se recréent, et que des conflits n'émergent dans les années à venir. Le Liban n'a évidemment absolument pas besoin. Exactement. Après son calvaire. Vous avez évoqué donc toutes les destructions au Liban. Le CNRS libanais a publié une carte en 35 jours. Selon cette organisation gouvernementale, 40 000 logements ont été détruits par les frappes israéliennes, donc depuis le début de la guerre, mais plus encore depuis donc 2 ans et demi. Vous évoquez en fait potentiellement la différence d'agenda entre Washington et Benjamin Netanyahou et Tel Aviv. Vous pensez que cette différence peut creuser leur entente et empêcher celle-ci de perdurer ? Alors, il est difficile d'être dans la relation très personnelle qu'ont Trump et Netanyahou. Pendant son premier mandat, on savait que c'était quelque chose qui était fondamental. On parlait notamment de la réouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem, etc. On est un peu resté là-dessus à la fin de son premier mandat et on s'est dit comment se passera le deuxième. Sachant que Trump, depuis Crippled America, son seul livre politique à vocation de programme qui a été publié en 2015, annonce qu'il va sûrement entrer en guerre avec l'Iran pour défendre l'État d'Israël. Et donc, ça n'a pas manqué. Il a tenu ses promesses, puisque un tiers de son chapitre sur les relations internationales concernait la guerre avec l'Iran, potentielle avec l'Iran, en 2015. Et donc, le second mandat, on a vu plusieurs choses. On a vu, dans un premier temps, Netanyahou, qui, durant la guerre des 12 jours, a bombardé de manière intense l'Iran sur sa propre initiative, et Trump, qui a envoyé des bombardiers B-2 depuis les États-Unis pour taper un grand coup sur les sites nucléaires et dire « Stop, Benjamin, on arrête cette guerre, ça a trop duré ». Et ensuite, la seconde phase, où c'est Trump qui commence à positionner ses navires depuis janvier 2026 au large de l'Iran, et Netanyahou qui ralentit Trump et qui lui dit on va trop vite, on n'est pas en mesure d'envahir l'Iran, ne déclenche pas ta guerre trop vite. Et maintenant, Trump qui veut la stopper, et Netanyahou qui lui dit non, c'est pas fini, nos objectifs n'ont pas été atteints. Donc c'est une relation qui est assez particulière de 2 amis en boîte de nuit qui s'embrouilleraient l'un l'autre pour savoir qui ira le plus faire de dégâts dans les alentours de la discothèque. Mais peut-être très mauvaise métaphore, mais c'est un peu ça. Ils ont tous les deux perdu un peu la raison à un certain degré, et ils se mitigent l'un l'autre, mais ils s'entraînent l'un l'autre en même temps, et c'est assez inquiétant. Ils se mitigent et ils s'entraînent l'un l'autre, et c'est très inquiétant. Ce sera le mot de la fin. François-Xavier Gicquel, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, bien sûr, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et de vous abonner à TVL. Merci à tous et bonne soirée.